les autres. Et, et je me suis sentie, oui, reliée à la souffrance de cet homme et je l'ai mieux compris. Et j'ai pu traduire le livre en me disant que c'était un des livres les plus métaphysiques d'Aaron et en le comprenant. C'est très très bien pour moi que vous choisissiez cet exemple parce que je vais faire un aparté purement égoïste, mais je me suis posé des questions précisément sur Bruno, dans sa manière de ne jamais vouloir répondre à son fils. Son fils passe son temps à lui demander mais que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui élude à chaque fois en disant de toute façon il est trop bête avec ses yeux liquides là, ses yeux de veau, et je ne peux rien lui dire. Et quand je lisais ça, je me posais la question de est-ce que par malchance, son fils est vraiment un crétin, élevé dans la soie et avec un cerveau de petit pois, ou est-ce que plutôt il ne fait pas ce que tous les parents font, c'est-à-dire il protège son fils de ce qui est arrivé et il garde sa douleur pour lui en trouvant l'excuse que son fils n'est pas lui et donc ne peut pas comprendre et ne peut pas entendre. Mais je me suis posé la question de cette ambiguïté-là, en fait, de qui est le fils vraiment, parce qu'on ne le voit que à travers les yeux du père, et du coup, voilà, est-ce que c'est un veau? Oui, oui, c'est terrible. Je me souviens très bien de ses yeux liquides. Je, je crois que Aaron disait qu'il n'écrivait jamais sur le passé et toujours sur le présent. Et je pense que Bruno et ce garçon et ce fils, ce sont c'est un père et un fils qu'il a vu, qu'il a observé, il, il, il n'avait pas de mal, enfin quand je dis n'avait pas de mal, non, je pense qu'Aaron avait la liberté d'aller vers ce qui était la réalité des relations humaines sans jamais accepter qu'on atténue cette réalité au nom je sais pas, d'une vision un peu idéale de ce que sont les relations humaines entre une mère et son fils, un père et son fils. On a une mère abandonnante dans des eaux tumultueuses. Rita, à la fin, quitte la pension et laisse son fils. D'ailleurs, elle ne supporte pas son fils parce qu'il ressemble beaucoup trop à, à son père, donc à son ex-mari, à elle. Et alors autant il y a bien sûr des figures de mères très très tendres et très inspirantes vraiment au sens large et profond de ce que peut être l'inspiration d'un être dans une vie, c'est-à-dire insuffler dans l'autre personne une vision du monde et certains mots aussi. Alors, Aaron, je crois, avait gardé inscrit en lui des mots qui étaient ceux de sa mère, une façon de parler qui était celle de sa mère, et ça, il l'a conservé comme un trésor. Mais autant donc, il y a évidemment ce personnage de mère qui se retrouve très souvent dans ses livres et qui est presque comme autant de facettes de sa propre mère. Et il a dit, hein, enfin, pour lui, elle a existé et ressuscité dans ses livres, entre autres, par l'écriture. Autant il pouvait aussi mettre en scène des relations qui n'étaient pas du tout idéales entre les parents et les enfants. Et c'est sa grande force de, de dire qu'un père ou une mère ne ressent pas forcément de lien avec son enfant, que, qu'un père ou une mère peut avoir le sentiment que son enfant lui est étranger et peut lui en vouloir de ne pas être suffisamment intelligent. Je crois que Bruno Brumart, non, il ne cherche pas à protéger son fils. Alors peut-être il ne peut pas lui raconter ce qui s'est passé, parce que de toute façon, il ne peut pas raconter. Mais il a vraiment le sentiment qu'il ne serait pas compris, même s'il y parvenait. Et moi, j'ai beaucoup admiré Aaron, et je l'admire beaucoup pour ça, pour avoir, à travers justement ce roman-là, compris que sa façon d'être un écrivain humaniste n'était pas de chercher à idéaliser les êtres et à montrer uniquement leurs facettes belles, admirables, aimables, mais au contraire, l'humanité de ces personnages
vient du fait que lui les regarde avec leurs failles, leurs faiblesses, leur côté exaspérant, horripilant, agaçant, révoltant, mais tout ça, ça reste de l'humanité. Et ça fait leur humanité. Et j'ai aimé aussi me dire qu'il ne cherchait pas à créer des personnages séduisants pour le lecteur. On en parlait récemment lors d'une soirée qui a été un hommage à Aaron à Tel Aviv. Je disais que chez Aaron, il y a quelque chose de profondément envoûtant, mais pas de séduisant. Il ne cherche pas à séduire. Mais bien sûr que sa langue, ses personnages, sa façon circulaire de raconter une histoire et de commencer parfois les chapitres de la même manière, comme s'il retournait au même point, mais en décrivant un cercle à la circonférence différente et englobant du coup autre chose, d'autres paysages, d'autres lumières, d'autres êtres ou d'autres moments de la journée tout simplement. Cette façon très circulaire qu'il avait, répétitive, qui peut presque sembler monotone si on n'est pas suffisamment attentif, n'avait rien en apparence de séduisant, parce que c'était pas ce qu'il cherchait, la séduction c'était bien trop superficiel pour lui. En revanche, il y a évidemment dans son écriture quelque chose d'envoûtant, parce que il arrive à placer comme ça sous les mots et dans ce mouvement circulaire quelque chose qui atteint, je crois, les êtres au plus profond de ce qu'ils sont dans dans leur qualité, parce qu'ils en ont évidemment, mais aussi dans leurs défauts, dans ce qui n'est pas avouable. C'est pas très avouable d'être un père qui trouve que son fils ressemble à un veau. C'est pas avouable d'être une femme qui n'en peut plus de voir son fils parce qu'il ressemble trop à son père et qui le quitte sans même lui dire au revoir. Mais lui allait de ce côté-là aussi. Yigal Schwartz utilise le mot en anglais mesmerizing. Il dit que l'écriture d'Aaron Appelfeld, ça lui fait cet effet-là. Vous employeriez ce mot aussi? Alors, je ne parle pas suffisamment bien anglais. Pour moi, alors moi je parle très mal anglais, sans doute beaucoup plus mal que vous, mais pour moi, mesmerizing, ça fait référence à un contemporain de Méliès qui faisait les premières expériences d'hypnose. Voilà, donc pour moi, ce que j'entends quand Yigal Schwartz utilise ce mot, c'est que quand il ouvre le livre, c'est comme s'il se retrouvait face à quelque chose qui l'hypnotise dans un état de demi-conscience, en fait. Je ne sais pas si ça vous fait... Alors oui, je pense que quand j'utilise le terme d'envoûtant, une dimension envoûtante, voilà, je ne l'aurais pas dit comme ça parce que je n'ai pas l'anglais d'Yigal Schwartz, mais oui, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé la première fois que j'ai lu et traduit Histoire d'une vie et l'amour soudain, c'est que j'ai éprouvé de manière très profonde la trace que ces livres laissaient en moi. Et je l'ai su presque immédiatement. Qu'ils avaient déjà laissé une trace très profonde et que cette trace n'allait peut-être même pas perdre de son intensité avec le temps. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est-à-dire que, évidemment, je ne peux pas raconter page à page ce qui se passe dans chacun de ces livres. En revanche, évidemment, les personnages de ces romans sont toujours très très présents pour moi, très vivants, parce que Aaron a une façon de les faire surgir qui leur donne presque, oui, moi je trouve une vie éternelle. Et il a une langue et une façon de saisir la vie, et encore une fois la vie de ces personnages, très précisément, et l'existence. Oui, il y a quelque chose qui résiste, je trouve, dans l'envoûtement, justement, qui résiste à l'explication. On peut dire pendant des heures que lire Aaron Appelfeld, c'est faire l'expérience d'une littérature qui parvient à faire résonner le silence et à le faire vibrer
d'une manière unique. Donc ça, c'est très élevé comme degré, je trouve, d'intensité littéraire. Mais on peut le dire. Mais je pense que même si on le dit, il demeure une part mystérieuse dans l'effet que ces livres peuvent produire, la trace qu'ils peuvent laisser, le sentiment pour beaucoup de gens qui ont lu de traverser quelque chose d'unique, de recevoir à travers ces livres et ces personnages et leur existence quelque chose qui interroge leur propre existence et leur propre histoire. Mais encore une fois, c'est pas uniquement, enfin, on lit pas Aaron Appelfeld pour retrouver forcément quelque chose de soi, mais il offre la possibilité de peut-être de se poser des questions qu'on ne s'était jamais posées ou de considérer l'existence sous un autre jour, puisque la lumière était quand même très importante pour lui. Je, je crois que c'est un écrivain des silences et de la lumière aussi. D'ailleurs, justement, le livre qu'il a écrit avec son fils, ce beau livre-là où il parle des cafés de Jérusalem et dans lequel se trouvent des tableaux de son fils Meir, et ça s'appelle Od Hayom Gadol, ça veut dire littéralement le jour est encore grand. Donc il y a encore le temps, le jour est encore là, le jour ne s'est pas terminé, la journée ne s'est pas finie. Et il est sous-titré Yerushalayim Hazikaron Ve'Aor, Jérusalem, la mémoire et la lumière. Et je pense que Aaron parlait volontiers du silence et du silence comme l'expression suprême et que malheureusement, enfin voilà, on ne peut pas toujours atteindre ou circonscrire, mais la lumière était un de ces outils pour peindre justement ce que lui captait de la vie. Et je dirais que Aaron, c'était un très très grand éclairagiste. Et il y a... D'ailleurs, voilà, vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait des mots dont on parlait, mais très souvent, quand je l'appelais, je lui demandais comment il allait, il me disait je me réjouis de la lumière de ce jour. Et donc, il avait vraiment un rapport renouvelé à la lumière chaque jour, tout simplement, au jour qui se levait et au monde qui s'éclairait de nouveau. Et oui, je pense qu'on peut dire de lui que c'était un grand éclairagiste et qu'il y a vraiment un travail à faire pour les chercheurs, par exemple, sur l'utilisation, la façon dont il parle de la lumière dans ses livres. Parfois, la lumière se déverse à l'intérieur des êtres, voilà, presque comme un liquide précieux. Parfois, elle est inquiétante ou elle souligne les contours des objets d'une manière qui est très intrigante pour celui qui les regarde, parfois effrayante, rassurante. Et à travers la lumière, il fait ce qu'il admirait beaucoup, c'est qu'il peint aussi. Il admirait ça chez son fils, Meir, et à sa manière, il peint. Alors je sais que c'est une question un peu injuste, mais est-ce que comme ça, spontanément, une scène ou une lumière vous reviendrait à l'esprit parmi toutes celles qui existent ? Oui, il y en a plusieurs, mais dans le dernier livre que j'ai traduit, Des jours d'une stupéfiante clarté, il y a un moment où il dit « C'était la douce lumière du mois de mai ».